et les universités. Nous, on se dit que les spécialistes qui se consacrent à un sujet, qui font des recherches, sont peut-être les seuls qui peuvent éclairer le débat d'une façon désintéressée, d'une façon libre de toute influence. Parce qu'il y a des gens qui s'organisent, qui sont très actifs et qui sont très créatifs dans les techniques de communication pour faire valoir leur point de vue. Donc, c'est un peu un devoir des spécialistes universitaires d'intervenir au niveau de... pour éclairer les débats en tant que spécialiste. Il y a à un autre niveau aussi, on en a parlé aussi un peu ce matin, dans la diffusion des résultats de recherche, effectivement, le travail de l'universitaire, c'est de diffuser dans les revues scientifiques. Il y a une pression énorme à cet égard-là, mais plusieurs résultats de recherche ont un grand avantage à être diffusés auprès du grand public. Et là, il y a un travail de vulgarisation. Et tout ça, ça permet d'illustrer les retombées des universités dans la société. Mais évidemment, deuxième idée, pour jouer ce rôle, on n'a pas le choix. Et là, c'est un praticien de la communication institutionnelle qui parle. On n'a pas le choix. Il faut jouer le jeu comme les médias le jouent. Et il faut travailler comme ça. Plusieurs en ont parlé. À l'occasion, ça va pas toujours comme on le souhaiterait, mais plus on les connaît, plus on les maîtrise, plus on les apprivoise, mieux on arrive à passer certains messages. Par définition, un professeur explique. Alors que les médias recherchent des gens qui affirment. Il faut inverser le travail, commencer par démontrer, puis ensuite donner l'explication. Déjà, là, on sent aujourd'hui que les spécialistes universitaires et les médias s'apprivoisent graduellement. Mais tout ça va encore évoluer beaucoup plus rapidement, selon moi, par l'évolution d'Internet et des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, pour moi, pour ce que j'observe et ce qu'on est plusieurs à faire, c'est la prise dans le contrôle des médias par le public lui-même. Bien des jeunes, leur seul média, c'est leur téléphone, par lequel ils vont échanger des informations, des clips vidéo, des commentaires, ils vont voir une nouvelle qu'ils vont envoyer par Facebook à quelqu'un. Et ça devient un moyen de diffusion qui est contrôlé par le public lui-même. J'imagine que tout le monde a vu ce matin la campagne, juste un exemple, la Fédération des médecins omnipraticiens. Pleine page dans tous les médias du Québec. Okay? Ils veulent influencer le gouvernement sur le recrutement, les moyens qui doivent être donnés aux médecins omnipraticiens. Ils le font en annonçant un clip vidéo qui est mis sur YouTube. Ça a l'air d'un documentaire ou d'un lancement de film. Et là, il y a un site Facebook qui va permettre d'échanger des commentaires entre les gens. C'est sûr qu'ils vont faire une conférence de presse, c'est sûr qu'ils vont aller dans les émissions d'affaires publiques, mais les deux principaux outils, ce sont les réseaux sociaux avec lesquels ils vont faire circuler de l'information. Et là, les gens vont commencer à s'exprimer. Les médias et les spécialistes universitaires ont encore plus d'avantages à travailler ensemble, parce que ce qui va devenir important dans cette avalanche d'informations bientôt, ce sera la crédibilité des sources et la mise en contexte. Et raison de plus pour développer une plus-value appuyée sur un temps de réflexion supplémentaire, appuyée sur une expertise développée avec un travail assidu. Alors, je peux plus vous parler de mon expérience comme recherchiste. Et je vois en fait trois types de situations où j'ai fait appel à des professeurs d'université. En fait, j'ai travaillé à Indicatif Présent pendant 4 ans avec Marie-France Bazot. C'est probablement là où j'ai eu à faire le plus grand nombre. Alors, le premier type, en fait, de situation, c'est justement dans une émission d'actualité comme C'est bien meilleur le matin ou aux nouvelles, où on va appeler le matin même un professeur ou un spécialiste pour avoir une réaction à chaud sur ce qui vient de se passer, sur un événement, sur une catastrophe. À ce moment-là, c'est sûr qu'on espère que la personne va être disponible, réveillée et qu'elle va pouvoir nous éclairer. Et c'est sûr aussi qu'on ne s'attend pas à ce moment-là même si la personne est spécialiste, qu'elle soit au fait de tous les éléments qui viennent de se produire. Souvent, je vais me faire dire, moi, au téléphone, « Ah oui, mais j'ai pas encore lu tous mes journaux, je ne sais pas tout ce qui s'est passé. » Je pense que ce qui est important, la seule chose que je peux vous dire, c'est que de toute façon, vous en saurez toujours plus que nous, que l'animateur et que les gens qui vous écoutent. Alors, je pense que ça, c'est pas une raison pour accepter, en fait, parce que si on vous appelle, c'est qu'on sait que vous avez un background, vous avez une expérience sur le sujet qui est plus grande, et c'est cet éclairage-là qu'on veut. C'est qu'on sait que nous, on n'a pas tous les éléments nécessaires pour comprendre, puis on a besoin de cette compréhension-là à chaud. Ce qui est important, ce que je veux vous dire comme recherchiste, en fait, c'est que le temps que vous allez passer au téléphone avec un recherchiste,
est primordial. Parce qu'on est le relais entre l'animateur et vous. Vous ne pourrez pas parler, par exemple, à Marie-France Bazot pendant 1 heure avant d'aller en ondes. Et c'est important qu'on puisse démêler ensemble les pistes de discussion que vous souhaitez aborder et que nous, on souhaite aborder aussi. Et c'est important, d'autant plus parce que l'animatrice ou l'animateur a besoin d'avoir ces informations-là en main pour être plus pertinente et vous poser les bonnes questions. Et quand il y a plusieurs personnes sur une table ronde, c'est important aussi de voir les points de vue complémentaires. C'est-à-dire que c'est nous qui savons, en parlant à chacun, qui est meilleur sur tel angle et qui veut aborder quel autre sujet. Moi, j'apprécie qu'un professeur d'université me dise même humblement, je pense que je ne suis pas la bonne personne pour répondre à cette question-là, téléphoner à mon confrère ou à telle personne, ou juste me dire non, je ne suis pas à l'aise. En même temps, il y a toujours moyen de nous proposer aussi d'autres sujets de discussion. Si vous trouvez, parce que moi, souvent, j'ai eu affaire à des gens qui me disaient, qui ne voulaient pas me parler, en fait, qui ne voulaient pas me donner qui avaient l'impression de devoir me livrer tout leur matériel au téléphone et que c'était inutile. Alors que, je dis, mais non, parce que souvent, on part de zéro de mes recherchistes où on a 3 sujets à préparer dans la même journée, un sur Bruno Pelletier, un sur l'Irak, puis un autre sur, je sais pas, sur l'économie. Et c'est pas de la mauvaise volonté, c'est pas parce qu'on ne veut pas faire notre travail qu'on vous demande de nous nourrir. C'est au contraire, c'est que c'est vous qui avez le savoir. Et c'est pour ça qu'on vous appelle et c'est pour ça qu'on vous invite. Mais souvent, on est comme, moi j'ai l'impression de ne pas poser les bonnes questions en pré-entrevue, mais c'est pas grave, c'est là pour ça. Et vous aussi, si vous voulez chercher plus loin, ça vous permet de chercher plus loin parce que ça permet de préciser l'information. Je pense que ce dialogue-là, il est vraiment important, puis il est important aussi de se faire dans la franchise. On ne changera pas le monde des médias, mais il faut savoir que la recherche sur les relations entre les sources et les journalistes montre que c'est toujours une affaire de négociation. Alors, il y a moyen de dire aux journalistes, pas quand il a besoin de quelqu'un dans l'heure qui vient, là, ben, je veux bien y aller. S'il y a vraiment besoin de vous, vous pouvez dire, je veux bien y aller, mais je ne veux pas parler de ça. Il y a une partie du dossier dont je ne veux pas parler. Et là, il s'agit pour le journaliste de décider s'il le veut ou pas. Puis vous lui dites pourquoi vous ne voulez pas en parler. Parce que vous vous sentez moins habile à parler de cette question-là. Puis je pense que l'universitaire a un rôle à jouer dans la société. Il faut s'occuper des affaires de la cité. Parfois, ça m'agace quand on dit, bon, ben, il y a l'image de l'université, puis l'université doit montrer qu'elle est au service de la collectivité. Je suis d'accord en principe avec ça, mais ça dépend jusqu'où on va. Et parfois, je pense que la concurrence est excessive entre les universités. La volonté de la présence sur la place publique est excessive. Mais ceci étant, il y a très certainement un rôle social. L'universitaire doit très certainement participer à ce qu'on appelle pompeusement la délibération démocratique. Mais jusqu'où, moi je pense qu'il faut savoir se retenir et savoir dire non. Il faut éviter de généraliser. Les relations entre les médias et les experts dépendent d'abord de la nature du média, de qui est le journaliste, et du genre journalistique. Quand je dis il y a eu 2 révolutions, la première c'est celle des communications dans les universités. Dans les médias, la révolution, c'est la montée croissante de l'urgence. On est de plus en plus dans l'urgence.